question qui peut sembler très bête comme ça, mais pourquoi en fait vous vous êtes dit il y a un truc à faire sur le sujet de la communauté? Je crois le plus gros cercle d'influence de la comptabilité en France, c'est un groupe Facebook. Et notamment un des éléments qui m'a convaincu d'investir dans Abi, c'est que j'ai discuté avec Théo Lyon et je lui avais dit j'ai appris que t'allais investir dans Abi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Et il m'avait dit cherche pas, la communauté c'est dingue. On se dit régulièrement qu'on veut être le NordVPN de l'influence LinkedIn. Ouais, exactement. On est passé sur des formats avec des influenceurs gratuits, des podcasts, des vidéos, comme ça. On s'est dit waouh, en fait l'impact que ça peut avoir. Si ton objectif c'est de lâcher 2, 3, 4 000 euros pour avoir un gros mec qui fait un post, t'auras rien du tout. C'est comme pour tout, il y a que la répétition qui fonctionne. 2 mois après, je me dis mon Dieu, j'ai mis une pièce dans la machine de ce que je déteste sur LinkedIn. Communauté. Ouais. Vous travaillez votre sujet communautaire et vous aussi vous avez, alors je sais pas si on peut appeler ça un forum, mais en tout cas vous avez un espace sur le site où les users peuvent poser les questions, il y a des échanges, etc., etc. Donc vous avez essayé de travailler un petit peu ce truc-là. Le sujet de la communauté, ça fait rêver plein de boîtes, notamment en B2B, mais très peu de boîtes arrivent vraiment à craquer le truc. C'est quoi un peu, tu vois, si tu devais un peu donner ton playbook ou tes apprentissages ou un peu les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé là-dessus, comment tu décrirais ça? Alors, j'ai le sentiment que la communauté elle fonctionne quand tu as un produit qui est pas nice to have, c'est qui est vraiment l'outil quotidien, tu vois, de ton persona. Typiquement, alors c'est moins le cas peut-être maintenant, mais moi il y a une époque où HubSpot était le truc un peu central. Voilà, la dimension communautaire liée à HubSpot, j'y aurais adhéré. Je me suis déjà déplacé sur les événements inbound d'HubSpot. Voilà. Nous, on a pris justement ce parti que la dimension communautaire, on est là à travailler sur la partie CFO et comptable, mais sur la partie TPE-PME, je sais pas si les gens ont envie de rejoindre une communauté Penny Lane et de contribuer. En tout cas, on n'a pas misé là-dessus. Donc première chose déjà, c'est s'assurer que sa cible est en adéquation avec le fait de vouloir un peu faire partie et faire savoir qu'elle fait partie de ses users. Deuxième chose, c'est identifier les champions. Et les champions, ils n'en font pas beaucoup. Mais les champions, c'est ceux qui, de toute façon, sont déjà actifs avec toi. C'est ceux qui te posent beaucoup de questions en support client, par exemple. C'est ceux qui que tu as identifiés, qui parlent un peu de toi sur LinkedIn, sur autre et tout. Et mettre des systèmes de ranking pour ces gens-là. C'est-à-dire que ceux-là, en fait, faut les alimenter, faut des systèmes de badge, faut des systèmes de récompenses, faut dans ta communauté, voilà, t'as des VIP et puis t'as des newbies, il faut l'assumer parce que c'est comme ça que ça marche. Donc nous c'est un peu ça ce qu'on a fait au début, et après évidemment il y a le sujet de la ligne édito de ta communauté. Si c'est juste une communauté pour parler de ton produit, ça marchera un peu moins. Nous on s'est dit on va essayer de travailler une communauté en mettant en avant les sujets d'expertise qu'on peut apporter au cabinet sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On va leur parler marketing, on va leur parler RH, on va leur parler recrutement, voilà, pour essayer de l'animer et essayer d'y apporter du contenu. Donc la communauté aujourd'hui, c'est concentré sur les comptables? Ouais, c'est nos users clients côté comptable. Okay. Qui vont principalement échanger entre eux et faire grossir cette communauté-là. Et après, j'appelle pas ça de la communauté, mais on a une sorte de lab un peu VIP sur lesquels, sur certaines cibles, on va réunir des top décideurs sur des formats plus événementiels et tout. On n'est pas encore sur une dimension communautaire, je trouve. Oui, ça reste très top-down et pas assez... Ouais. Ok. Vous avez, tu vois, ça me permet de faire le lien aussi avec l'aspect communauté. Ouais. Qui est une force chez Abi. Alors, c'est quelque chose que je t'avais déjà raconté pour l'anecdote, mais du coup, je vais la dire dans le podcast. Donc, moi, j'ai investi dans Abi. Donc, c'est comme ça que je connais. Et notamment, un des éléments qui m'a convaincu d'investir dans Abi, c'est que j'ai discuté avec Théo Lyon et je lui avais dit, j'ai appris que tu allais investir dans Abi. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Et il m'avait dit, cherche pas, la communauté, c'est dingue. Et donc, moi, je m'étais dit, ok. Bon, je prends le point. Je savais pas que tu avais discuté avec Théo. Si, je lui avais demandé. Avant d'investir, je lui avais dit, bon, j'ai appris que tu allais investir, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il m'avait dit, non, mais cherche pas, mec, la communauté, j'ai jamais vu ça. Et donc ça, c'est un élément pour lui qui a été particulièrement fort. Et effectivement, c'est particulièrement puissant. Ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça? Déjà, il y a un truc qui est très particulier avec l'entrepreneur indépendant, c'est que il est tout seul. Vraiment de base, il est vraiment très seul. Maintenant, en plus, Bulldozer commence quand même à avoir vraiment beaucoup de voilure. Donc, être chef d'entreprise,
d'une entreprise qui a un peu de moyens, c'est très très loin de l'indépendant parce que en fait t'as besoin de 100% conseils, d'accord. t'appelles ton expert comptable, ton avocat, il y a plein de groupes de communautés, tu sais, genre les BNI, les Rotary, c'est fait pour les chefs d'entreprise, pour les gens qui ont un peu de moyens, tu payes des milliers d'euros par an pour juste aller boire un coup avec les copains de temps en temps, mais t'es entouré. Et en fait, de base t'es entouré et tout le monde sait qu'en créant une boîte, tu vas pouvoir t'entourer de la sorte. Ou les incubateurs, les trucs comme Oui, ça. exactement. Eh ben, les indépendants, ils peuvent se lever tôt et surtout aller se brosser. Il y a rien. Il y a rien. Alors, on voit quand même une tendance qui est énorme. Moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est LinkedIn. Hein. Il se passe des trucs de fou maintenant sur LinkedIn. Il y a une ADN sur l'indépendance qui commence à être vraiment très, 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 très forte. Je suis d'accord. Et en fait, on le sait, c'est une question de génération, une question de besoin. Donc il y a ce manque, ce trou dans la raquette, il n'y a pas vraiment d'entourage pour les indépendants. Et d'un autre côté, on est sur notre génération relativement jeune, on a toujours été connectés. Quand on était jeune, on avait, je vais parler d'un truc qui parle peut-être plus à tout le monde maintenant, mais MSN, tu vois, MSN. T'as été sur MSN, toi? Ouais, j'ai été sur MSN pendant plusieurs années, on était à fond dans MSN, on se donnait des horaires de rendez-vous pour chatter à plusieurs sur MSN. Tout à fait, ouais. Et donc, on a cette habitude, notre génération, de créer du lien en ligne. Banco. Voilà, en fait, j'ai Banco. Et ensuite, le reste, c'est de la remise en question constante. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour activer les gens, pour les garder captifs, pour faire en sorte qu'ils reviennent encore et encore et encore? Comment on fait pour tisser un lien avec l'équipe? Parce que c'est quand même la communauté Abi. Et donc en fait il faut créer ce truc ben ouais, vous êtes quand même connectés à nous, on essaye de vous apporter un maximum, on produit du contenu, on envoie des tips, on répond aux questions et donc en fait on a vraiment énormément travaillé depuis le jour 1 cet aspect communauté. Et puis c'est une question de plus-value. C'est toujours pareil. Pourquoi ta communauté, alors j'appelle ça une communauté, mais ton audience LinkedIn, elle fonctionne parce que t'apportes de la valeur pour de vrai. Bah voilà, tu t'apportes de la valeur, t'es bienveillant, et en fait, peut-être ça prendra pas 6 mois, peut-être ça va prendre 2 ans, 3 ans, mais si tu pars dans cette optique de vraiment de créer de la valeur pour les gens, de leur apporter de la valeur ajoutée, d'être bienveillant, de leur permettre d'avancer, bah tu fais que le bien, donc les gens ils vont avoir envie de ça, ils vont avoir envie de rester dans ce mood là, et puis ils ont besoin de s'entourer, ils ont besoin d'apprendre, donc en fait vraiment on a essayé de jouer sur ce qui fait sens, ce dont nos clients ont besoin, nos utilisateurs ont besoin. Question qui peut sembler très bête comme ça, mais pourquoi en fait vous vous êtes dit il y a un truc à faire sur le sujet de la communauté? Bah déjà parce qu'on a une base de users qui grossit très très vite, avec des gens qui se posent beaucoup de questions. Aussi, à un moment donné, il va falloir que les gens interagissent entre eux aussi pour se faire grandir mutuellement. C'est la raison numéro 1. Et après, c'est ce côté bouche à oreille que j'évoquais tout à l'heure. On est sur une cible où nous, on a énormément de recommandations. Tu vois, on parlait de KPI et de tracking tout à l'heure. On met en place de l'attribution déclarative pour savoir. Ouais. Ok, enfin, la data te donne des choses, mais quand tu poses vraiment la question aux gens, t'as pas toujours les mêmes réponses. Lol. Et en l'occurrence, nous, la notion de bouche à oreille et la raison, je viens sur la recommandation d'un ami ou d'un confrère, elle est extrêmement forte. Et donc on s'est dit, bah il faut qu'on puisse à minima la stimuler un petit peu pour essayer d'optimiser encore ça. Oui, parce que du coup c'est aussi la preuve que ils se parlent entre eux déjà en dehors de Penny Lane. Ouais. Donc bon, bah s'ils peuvent le faire en plus à l'intérieur de Penny Lane, voilà. Si tu peux amener le top. petit truc qui les stimule à encore plus en parler, et à encore plus se réunir, et toi avoir un œil dessus, ça fonctionne assez bien. Ok. Tu vois, pour moi, il y a quand même effectivement deux concepts qui sont importants et très différents. C'est l'audience et la communauté. Parce que oui. Moi, j'ai effectivement une audience sur LinkedIn. Je n'ai pas une communauté sur LinkedIn. Abi, vous avez à la fois une audience et une communauté. Ouais. Et je pense notamment à votre groupe Facebook. Ouais. Le groupe Facebook qui est dingue. Enfin, non mais c'est assez dingue. Je sais pas comment on a fait pour faire autant d'acquisitions là-dessus. Enfin, et donc en fait, le truc c'est ce groupe Facebook, il a une vie au-delà d'Abi. Parce que je comprends bien je comprends bien le fait, comme tu dis, qu'il faut créer du lien avec vous, etc., etc. Bien évidemment, on fait du business, quoi. Mais et s'il y a des questions techniques, etc., vous allez être en mesure de montrer que vous êtes des experts. S'il y a des questions récurrentes, vous allez pouvoir créer des guides, des contenus, etc. Mais il y a quand même cet aspect, je vais dans la communauté Abi pour poser ma question, mais c'est pas forcé que ce soit Abi qui me réponde. En fait, sinon je vais sur leur chat, tu vois. Alors, le groupe Facebook, il est pas brandé Abi.
le nom du groupe Facebook n'a rien à voir avec le nom Abi. Alors ensuite, quand tu vas dans le groupe, la bannière, il y a le logo, les membres modérateurs, la plupart sont des gens de chez nous quand même. Le qui a Abi. Ouais, ça reste neutre, mais ça reste neutre pour monsieur et madame tout le monde. Surtout que, au moment de rentrer dans le groupe, tout ce que tu vois, c'est le nom du groupe, Forum des auto-entrepreneurs. Et à l'époque, on parlait encore d'auto-entrepreneurs, le terme avait pas vraiment changé. Donc, c'est Forum des auto-entrepreneurs, quelque chose de très neutre, très général, qui parle à tout le monde. Pas de branding à outrance, Abi, le Forum des auto-entrepreneurs, et des gens actifs. Ah oui, et puis non, mais s'il y a un truc, bon après c'est facile à dire, mais bah il y a 40 000 membres, enfin plus de 40 000 membres. Non mais donc, voilà, tu vois forum, pour moi 40 000 membres. Bah vas-y, j'y vais, je vais poser ma question, j'aurai une réponse. Bah oui. Au début, c'est que de la valeur, de l'activité. Il faut de l'activité inévitablement. Essayer de produire du contenu, de le mettre en avant, de trouver des gens qui eux-mêmes ont envie de participer à cette communauté. Moi, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est les modérateurs de ce genre de trucs. Je les aime profondément, nous on essaye de les régaler et tout, mais ils sont bénévoles. Et c'est dingue, en fait, ils ont fait fructifier, ils nous ont aidés à faire fructifier cette communauté, ça leur a apporté à eux aussi. Quand j'étais plus jeune, ça me faisait plaisir aussi, mais vraiment c'est dingue le service énorme et de qualité que nous ont rendu ces modérateurs qui en fait étaient de notre entourage au moment dans le business, je veux dire, des gens qui gravitaient autour de nous, qui aimaient bien notre ADN. On a toujours eu cet ADN ouverte, bienveillante, on a envie d'apprendre des choses aux gens, de leur apporter de la valeur, et ça va bien avec un certain nombre de personnes. Et en fait, ensuite c'est du boule de neige. Au début, on a ouvert grand les vannes. Du coup, on a fait beaucoup de volume au début, mais moins de qualité. Et puis ensuite, on a commencé à verrouiller un petit peu parce qu'on avait déjà beaucoup de volume. Donc, t'as ce truc marketing qui était déjà atteint. Et puis, on a ensuite poussé la qualité. Puis ensuite, on a dû trouver des gens qui acceptaient de plus en plus de monde, qui créaient du contenu, qui répondaient aux gens, qui avaient des réponses pertinentes parce que c'est important. Tu ne peux pas être sur un forum, avoir des modérateurs qui disent n'importe quoi. Bien sûr. Deuxième sujet, c'est l'influence. Ouais. Bon, alors, l'influence B2B, c'est un sujet quand même plutôt récent. Tu vois, je pense globalement, ou disons que avant les influenceurs, c'était les médias, voilà. Aujourd'hui, on a des créateurs, comme tu pourrais avoir des influenceurs dans le B2C. C'est assez récent. Pour moi, vous faites partie un peu, tu vois, des premiers gros acteurs, on va dire, à avoir pris le sujet en main, avec notamment Abi. J'ai reçu le CEO de Abi dans mon podcast. On a notamment adressé ce sujet, mais même question, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes dit il y a un truc à faire sur l'influence et comment vous vous y êtes pris, c'est quoi tes apprentissages? Ouais. Donc le pourquoi notoriété, visibilité, c'est un de nos enjeux. Et là, on se rendait compte en fait que quand on est passé sur des formats avec des influenceurs entre guillemets gratuits, des podcasts, des vidéos, comme ça, on s'est dit waouh, en fait l'impact que ça peut avoir. Tu vois, on a Arthur, notre CEO, qui est passé sur une génération do it yourself en invité. Mais on a mangé du lead pendant des mois et des mois derrière ces choses-là. Donc la puissance d'un individu qui tient un média et qui en fait la recommandation, on la connaît et on en est certain. Donc ça c'est la raison numéro 1. On s'est dit à un moment donné il va falloir tester un peu ce modèle-là, et donc quand les gens commençaient à vouloir monétiser les choses, on s'est dit pourquoi pas tester. On est passé par des régies d'influenceurs. On a mis un budget qui est au global raisonnable. Quand tu rentres au détail et que tu vois ce que prend chacun, tu peux te poser des questions. Mais on s'est dit de toute façon on y va, on teste et on mesurera la perf. Alors, je reviendrai dessus. Mesurer la perf pour nous c'était quoi? On avait mis quelques codes, des choses comme ça. On s'est dit on va voir le trafic que ça nous envoie, on va voir l'impact que ça peut avoir sur des éléments. Tu vois, ça c'était principalement sur LinkedIn. Donc est-ce qu'on va caper un peu plus en follower LinkedIn, voilà. 2 mois après, je me dis mon Dieu, j'ai mis une pièce dans la machine de ce que je déteste sur LinkedIn, avec des gens en fait qui ont une expertise discutable, qui s'expriment comme s'ils avaient 20 ans de carrière dans l'entrepreneuriat et qui t'expliquent qui essayent de placer Penny Lane parfois de façon assez maladroite, et qui font beaucoup de reach. Et en fait, tu dis mais la personne a une expertise creuse, ce qu'elle raconte est très creux, et ça fait 5000 vues et 300 commentaires. Et tu vas voir les commentaires, tu dis attends mais c'est marrant, la personne qui a commenté c'est la même qui a commenté l'autre influenceur, et tu vois les trucs et tout. Et là donc avec Hervé qui gère ça dans l'équipe, je me dis là on est en train de nourrir le monstre quoi. C'est tout ce que tout le monde déteste sur LinkedIn et on est en train de contribuer, faut qu'on arrête de faire ça. Donc on arrête pendant quelques mois. Et en fait on a repris le sujet avec un peu plus de sérieux.
Et on s'est dit, OK, le sujet de l'influence, c'est pas juste filer un ticket à une boîte régie influence qui va nous dire, vous avez mis tant, voilà le reach que vous avez eu. C'est, on a envie de s'associer à quel type de personnes pour leur donner de l'argent et qu'ils parlent de nous, quoi. Et donc là, on a retravaillé le sujet il y a plus de 6 mois de façon beaucoup plus quali, où on a vraiment fait une sélection beaucoup plus fine de nos influenceurs. On est beaucoup plus intervenu sur les formats. On veut pas d'un post LinkedIn qui te parle de comment est-ce que comment est-ce que t'as failli planter ta boîte et comment est-ce que Penny Lane t'a sauvé, parce que c'est pas la réalité, quoi. On veut des gens qui montrent le produit, comment ils l'utilisent. Et donc on a la chance d'avoir beaucoup d'influenceurs, je te mets dans cette catégorie-là, qui sont clients Penny Lane. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous à un moment de se dire, tiens, on va monétiser ton retour d'expérience que tu vas partager en vidéo, qui est en fait super authentique, qui est super concret, qui sera beaucoup plus naturel et qui fera du bien à tout le monde, quoi. Et donc on est beaucoup plus sur cet esprit-là. Et là on est en train de même travailler sur des nouveaux formats de gens, tu vois, avec lesquels on va créer des contenus un peu exclusifs, des gens qui vont venir dans nos bureaux, comprendre comment travaillent nos équipes tech, comment travailler, pour en fait associer la qualité à la quantité. Et l'erreur qu'on peut faire beaucoup, c'est justement chercher de la quantité, se faire noyer par les chiffres qui nous sont montrés, qui ne veulent strictement rien dire, parce que les experts influenceurs sont très bons justement sur le fait de monétiser du reach qui en fait n'a très peu de valeur. Voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est que tu fais des pics de visibilité qui sont assez forts. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi à démontrer son efficacité commerciale. Moi, j'ai pas des pics de conversion quand je lance. Par contre, je sais que je développe ma notoriété de façon très forte. Et ça, tu peux le mesurer directement sur LinkedIn et sur YouTube en native. Tu peux faire des tests, tu sais, avant campagne, après campagne. Et là, clairement, tu vois de façon assez notable l'impact que ça peut avoir. Ok, donc c'est ça ce que vous mesurez aujourd'hui. Aujourd'hui, on mesure que des sujets de notoriété quand on fait de l'influence. Ok. Donc là, ok, première expérience plutôt, tu vois, un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais. Mais malgré tout, tu t'es dit, bon, il y a quand même un truc à faire. Ouais. C'est juste qu'on n'avait pas pris le bon angle. On a testé un truc un peu comme ça à la va-vite. Mais ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, dans ce que t'as dit, c'est, ok, on va tester un truc, mais en fait, la conséquence de ce test a permis aussi de se reposer des questions un peu fondamentales mais en fait on veut quoi, pourquoi fondamentalement on pense que c'est une bonne idée, etc. Et c'est pas juste effectivement des enjeux de KPI, c'est aussi des enjeux de positionnement, de qualité, etc. Ça a été exact. Donc le sujet positionnement, c'est un sujet chez nous. On est présent sur un marché qui est en train d'évoluer. On vient de la compta, de la finance, on a un petit peu parlé, on a un compte pro aussi. Tout ça est en train de créer une sorte de catégorie. Et donc nous on a quand même beaucoup d'éducation sur le positionnement à faire de Penny Lane, et ça doit passer par des contenus qui sont assez éducatifs et assez je t'explique, je te montre en fait ce que c'est, quoi. Et donc évidemment nous on le fait, on fait parler nos clients, et on avait besoin aussi que d'autres le fassent pour nous pour réussir à faire passer ce message là. Donc il y avait ce double objectif, visibilité, notoriété, et puis positionnement sur lequel il fallait multiplier en fait les façons de le diffuser. Ok. Un point aussi que je voulais aborder, c'est l'influence. Ouais. L'influence, notamment LinkedIn. Parce que vous, pour moi, vous êtes un peu, aujourd'hui, sur de l'influence B2B, vous êtes un peu les numéros 1. Sur LinkedIn, en tout cas. Sur LinkedIn, oui. Ouais, on se débrouille pas trop mal. Ouais, vous vous débrouillez bien quand même. Ouais. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse que tu puisses, question un peu ouverte, tu vois, mais que tu puisses un peu partager tes apprentissages sur le sujet. Alors, le premier truc qui me vient en tête, là, comme ça, sans réfléchir, c'est la répétition. Je discute encore régulièrement avec des gens parce qu'ils voient ce qu'on fait, donc ils vont venir nous poser des questions, des entrepreneurs pour lesquels t'es plus ou moins proche, et qui vont dire ah ouais, moi j'ai pensé à l'influence, j'aimerais bien travailler avec lui, faire un post. Bah non, laisse tomber, laisse tomber. Si ton objectif c'est de lâcher 2, 3, 4 000 euros pour avoir un gros mec qui fait un post, t'auras rien du tout. C'est comme pour tout, il y a que la répétition qui fonctionne. Il faut une vraie stratégie globale. C'est pas one shot, ça marche jamais. Maintenant, je fais un peu l'historique vite fait. Quand même, je fais un big up à Alix Vion, qui aujourd'hui est le head of influence de Linker, exactement, que j'ai rencontré une soirée podcast organisée par Théo, et en fait on se retrouve, je sais pas, peut-être il est 23h, on se retrouve à discuter de ce qu'ils font, du fait que il y a influence qui est en train de prendre, il m'en parle un peu comme ça. Et j'écoute toutes les opportunités, puis t'es chef d'entreprise, on était encore relativement récent, on avait pivoté de business de modèle il y a 3-4 mois en arrière, tu vois. Et il me parle de l'influence, il me parle du potentiel.
Puis je me dis bon, au point où on en est, vas-y viens on essaye quoi. Je lui dis bon par contre on n'a pas 50 000 euros à mettre sur la table pour faire une grosse campagne comme ça, mais par contre pourquoi pas essayer avec quelques petits. Et vraiment il m'explique, il prend le temps. Et il le fait de manière chill, puis c'est la culture, on adore ça, très bon fit humain. Et donc il me dit ça, et je regarde, vas-y viens on essaye. Ok, on va essayer. Je rentre à Nancy, j'en parle avec Lou, donc notre CMO, et Benjamin, un de mes associés. Et ok, ouais on y va. Et puis bon, tu fais de l'influence, tout le monde sait que ça marche. En fait, je sais pas comment dire, mais tu sais l'influence, tu sais que si tu le fais bien, ça va marcher. Oui, mais le B2B, c'est pour ça que c'est pour ça que je veux ton feedback, c'est parce que je pense il m'y a fait croire. Il m'y a fait croire. En fait, c'est vraiment Alix nous a bon sales Alix. Ouais, non mais carrément. Alors qu'en plus, mais parce qu'il avait pas cette démarche de vente, il avait cette démarche d'explication, d'apporter de la valeur. Encore une fois. Encore. Et donc putain, je me suis dit ok, c'est un créneau. Il faut qu'on essaye. On avait déjà un peu de budget à allouer au marketing. On investissait quand même déjà pas mal. Et donc ok, on en met une petite partie. On verra ce que ça donne. Et en fait, le truc c'est direct, on a senti la différence. Alors, on a encore beaucoup de mal à comprendre tout en termes d'analyse, d'acquisition, de conversion, etc. Parce qu'en fait, c'est pareil, il y a pas vraiment le tracking est pas très propre. Tu peux pas. Parce qu'en fait, l'influence construit de la notoriété, et la notoriété, les gens ils cliquent pas sur des liens pour s'abonner. Ils tapent ton nom de marque, point. Et donc tout de suite, on a senti la diff, mais vraiment, ça a été presque instantané. La semaine, on lance la campagne, on fait 2-3 coms à quelques centaines d'euros le post, machin. Et avec combien de créateurs la première campagne? Je saurais plus te dire, je dirais 4-5. Ok, ouais, non, bon, on n'est pas en train de parler de 20 créateurs. Ah non, on parle d'une enveloppe de peut-être 4-5 000 euros sur le premier coup, tu vois, sur 2 semaines, peut-être quelque chose du style. Okay. En fait, au bout de 2 semaines, on voit les résultats tout de suite. C'est qu'on commence à faire des journées et une croissance qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Et comme par hasard, 2 semaines après qu'on ait commencé l'influence. Et donc, à partir de là, on a remis, on s'est jamais arrêté de remettre. On fait quand même des pauses. Mais on a ce truc, on aime bien l'ambition, on aime bien se dire les choses. On se dit régulièrement qu'on veut être le NordVPN de l'influence LinkedIn. Ouais, exactement. Donc en fait, on continue perpétuellement. On fait quand même des pauses parce qu'il faut que les gens se reposent. Oui. Parce que si tu nous vois tous les jours dans ton feed, au bout d'un moment, tu vas finir par nous haïr et t'auras pas envie d'investir, de payer le produit, de l'utiliser. On essaye de faire ça bien, mais et on recommencera, on va continuer, et ça continue à vraiment très bien marcher. Et on en parlait tout à l'heure. Maintenant, on a même des private jokes sur nous, et moi, je trouve ça exceptionnel. Et puis, tu sais, moi, je suis pas dans l'exécution au quotidien. Lou et Benjamin, et notamment Lou, fait un travail exceptionnel là-dessus. Elle a noué des contacts, elle a une vision aujourd'hui qui est vraiment très structurée. Elle voit le truc, elle le comprend. Et donc, en fait, c'est après c'est de la longue haleine. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de communauté. Ok, c'est une audience de base, mais maintenant, on a même une communauté d'influenceurs, de créateurs de contenu qui sont avec nous, avec qui on parle, tu vois, ça devient vraiment une communauté. Et même les gens qui nous voient à répétition, ça crée une forme de communauté aussi. Ces fameuses private jokes, les commentaires sous les posts sponsorisés, etc. Vraiment, ça rentre dans cet écosystème autour de la marque, et c'est très très bon. Je pense qu'il y a un point assez important, c'est vrai que maintenant que tu le mentionnes, c'est il y a des créateurs LinkedIn qui font un peu partie de la même communauté. Tu vois, ils se connaissent pas forcément personnellement, c'est peut-être pas forcément des amis, etc. Mais pour moi qui crée beaucoup de contenu, je me considère naturellement faire partie d'une même communauté de créateurs, même si on se connaît pas. Mais en tout cas, si demain on se retrouve dans la même soirée, on va se parler comme si on se connaissait déjà, tu vois, naturellement en fait. Et donc là, je pense que vous avez effectivement su sélectionner des créateurs qui naturellement font un peu partie d'une même communauté. Le fait que vous les sponsorisiez, ça les rattache encore plus à la même communauté. C'est-à-dire que on n'est pas seulement les créateurs de la même niche, on est les créateurs de la même niche et on est les créateurs sponsors habits, tu vois. Et toutes les personnes qui suivent tous ces créateurs de cette même niche, naturellement aussi, ça leur crée un nouveau lien supplémentaire. De ouf. Vraiment, et tu le sens même, ça devient un fédérateur, Et il y a aussi un truc, mais tu sais, c'est dans la vie, il y a des gens, ils donnent plus que ce que t'imagines, que ce que t'attends d'eux. Et il y a 2 noms qui me viennent en tête tout de suite, c'est Louis Pile et Florian Charpentier. C'est dingue.
Alors, on a toujours voulu le bien des gens, on n'a jamais essayé de faire des coups bas, on joue pas des coudes avec tout le monde, on est ouvert, machin. Donc, je pense que inévitablement cette culture, cette attitude nous aide. Mais il y a des gens aussi, putain, qui ont été game changer pour nous. Et même toi et Théo, j'ai pas eu besoin d'insister. On a parlé de la levée, boum, ça a enchaîné. Tu vois, c'est vraiment, il y a des gens. Parce que le bon fit humain, naturellement, le lien il se crée et c'est même plus de la communauté digitale. Même si on est tout le temps en digital, on s'était pas rencontrés avant aujourd'hui en physique. Même si c'est vrai, putain, ouais, c'est vrai, putain, t'as raison. Mais en fait, on se connaît. Mais oui, on se connaît. Et on mange ensemble, et on a de très bonnes relations, et c'est comme si on s'était déjà rencontrés Bien plusieurs sûr, fois en bien physique. sûr. Et en fait, il y a ce truc que je trouve fantastique, ça va au-delà du digital, ça va au-delà des réseaux sociaux. T'es capable de tisser des liens avec des gens, et tu vois qu'ils ont la même culture, les mêmes valeurs, et ça marche tout de suite très bien. Tu mets une petite marque au milieu qui marche pas trop mal, et boum, ça fait du lien encore plus fort. Ouais, Ouais, je suis 100% d'accord. Et oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit. ouais.